Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rachid Madrane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre des Maisons de Justice et ministre des Sports au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, une question d'actualité. Vous avez suivi ce matin cette fausse alerte un peu bizarre à City 2, une grosse intervention des forces antiterroristes, réunion au centre de crise, et finalement, c'est un déséquilibré mauvais farceur qui a stressé tout le monde. On a l'impression qu'il y a une ambiance anxiogène terrible à Bruxelles. On est dans un climat que vous connaissez, donc tout le monde est inquiet. Moi, je trouve que les forces de l'ordre ont particulièrement bien réagi. Je trouve que l'ensemble des forces de police, des autorités ont été à la hauteur. Alors, si c'est une blague, c'est une très mauvaise blague et il faudra sanctionner, à mon avis, durement, parce qu'on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Par contre, s'il y a d'autres connexions, qui a conduit, qu'est-ce qui se passe, bon, on n'en sait pas encore grand-chose. On verra la suite. Mais la démonstration, c'est qu'on a des services qui sont mobilisés et qu'il faut être mobilisé. Voilà. Mais vous êtes aux aguets, puisque depuis ce week-end, on dit aussi certains hommes politiques sont visés. Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous êtes plus aux aguets qu'avant? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Toutes les personnes qui s'occupent de matières, on va dire, un peu délicates et sensibles sont évidemment plus prudents que d'habitude. Voilà. Mais pour le reste, ça fait partie du métier. On ne va pas céder quand même à la peur. Il faut rester debout, continuer à vivre. Et c'est ça la meilleure réponse, je pense, que la population doit donner. Partout et tout le temps, il faut continuer à vivre, il faut continuer à se rassembler, à se mobiliser. Et voilà, à la fois on vit dans la crainte et ça peut arriver à tout moment, mais en même temps, la meilleure réponse, c'est la vie doit continuer. The show must go on. Il ne faut absolument rien céder, parce que c'est ça qu'ils veulent. Et alors on sentait une inquiétude chez les commerçants de se dire est-ce qu'il faut ouvrir ou pas, et peur qu'il n'y ait plus personne qui vienne dans ces lieux visés. Ben voilà, c'est précisément pour ça que je dis il faut continuer à vivre, parce qu'il y va à la fois de notre économie, il y va de la cohésion sociale, de notre vivre ensemble. Je comprends les commerçants à City 2 qui aujourd'hui sont dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont encore venir ou pas? Il faut le dire et le redire. On a des forces de police, des forces de sécurité qui font le travail. Il faut continuer à être présent dans nos commerces, il faut aller, il faut soutenir nos commerçants, j'ai presque envie d'être un petit peu chauvin, 32 secondes. Il faut consommer bruxellois, il faut consommer à Bruxelles, quoi. Il faut surtout aller dans nos magasins, soutenir nos commerçants, soutenir notre économie. Parce que je le redis, vraiment, ce qu'ils cherchent, c'est à nous faire peur, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de vie et qu'on change notre mode de vie. Eh bien non, on va continuer à vivre comme on a toujours vécu, on va continuer à faire la fête et on va continuer à se balader dans nos villes. Alors vous êtes ministre des Sports, je l'ai dit, on va en parler dans un instant, mais aussi ministre des Maisons de Justice. Tout à fait. Et donc à ce titre-là, je suppose que ce qui s'est passé hier à Forêt, où on a décidé de fermer une deuxième aile de la prison pour qu'il n'y ait plus que 180 détenus à l'avenir, est plutôt une bonne nouvelle. Oui, franchement, c'est une bonne chose. Parce que d'abord, les conditions de détention à la prison de Forêt étaient sincèrement en dessous de tout. On n'était plus dans le cadre d'un État démocratique et du respect de la dignité humaine de détenus qui purgeaient une peine. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs prisons. Je sais que celle-là était particulièrement en très mauvais état. Alors on diminue, et donc ça veut dire que ça redevient ce qu'elle aurait dû toujours être. C'est-à-dire qu'on passe une préventive, et puis après, on va ailleurs si on est condamné. Mais je trouve que c'est une bonne démarche. Je salue d'ailleurs ce qui a été fait par le bourgmestre de la commune de Forêt, qui a toujours été attentif au sort des détenus et aux conditions de détention. Et le ministre de la Justice, qui a suivi évidemment ce qu'a dit le bourgmestre. Mais je pense que voilà, il y a eu à un moment donné un petit bras de fer entre eux. Mais l'important aujourd'hui, c'est qu'on retrouve le chemin de la raison et que quelque part, il va falloir maintenant trouver des solutions pour tous les autres détenus et pour la situation des prisons à Bruxelles. Alors quand on parle de maison de justice, on parle aussi de réinsertion. Vous avez fait un sommet, une grande conférence interministérielle à ce propos-là. Parce que la réinsertion, finalement, ça dépend de la communauté. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé? Quelles sont les mesures phares? Alors il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord comprendre l'historique. C'est qu'il y a un accord de coopération entre la région wallonne, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour s'occuper de tout ce qu'on
on fait à l'intérieur des prisons pour préparer la sortie des détenus. Cette conférence interministérielle ne s'était plus réunie depuis 2010. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, parce que ça réunit 13 ministres, puisque les compétences sont évidemment éclatées. Prenons la formation, par exemple. La formation, c'est à la COCOF, c'est géré par M. Gozouin, à la région Wallonne, c'est Mme Tillieu. Donc si on veut faire de la formation à l'intérieur des prisons, il faut réunir évidemment les deux ministres. Et donc concrètement, de quoi s'agit-il? On a pris ensemble une série de mesures visant à offrir à l'intérieur des prisons une série de mesures, de dispositifs concrets. Par exemple, en termes de culture, par exemple, la collègue Elda Gréali a proposé de mettre en place des dispositifs au niveau de l'alphabétisation. Au niveau de la promotion sociale, Madame Simonis a mis en place une structure unique pour l'école. Parce que quand un détenu changeait de prison, il fallait tout recommencer. Aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un seul dispositif pour l'ensemble des prisons. Moi, en sport, par exemple, on propose de mettre à disposition des moniteurs de l'ADEPS et aussi de rendre éligibles les établissements pénitentiaires dans l'octroi de prêts de matériel aux prisons, pour les détenus. Il y avait aussi la prévention du sans-abrisme. Parce que souvent, quand on sort de prison, on risque de tomber. Tout à fait. Ça, c'est porté par Céline Frémaux et nous, on a un projet sur ce qu'on appelle les maisons de transition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des détenus qui sont en prison, ils purgent leur peine, ils sortent de prison et puis ils se retrouvent seuls souvent, parfois sans logement. S'ils n'ont pas de famille, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont traîner en rue? Non. Donc il faut leur proposer à la sortie de prison un lieu qui est une espèce de sas entre la sortie de prison et puis quand ils se reconstruisent progressivement, le temps de remettre à jour leurs papiers, de retrouver un logement, etc. Donc l'idée, c'est de dire, plus on offre de services à l'intérieur de la prison, plus on permet la réinsertion, et donc on évite la récidive, et donc on protège la société. Et donc c'est du win-win, quoi. Mais on a beaucoup critiqué notre système pénitentiaire en général, en disant les prisons ne sont pas dans un bon état, on ne fait pas assez pour la réinsertion. Alors on a critiqué le fédéral parce qu'il ne mettait plus assez d'argent dans les prisons. Est-ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles met assez d'argent dans la réinsertion? La différence avec le fédéral, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mutualise les efforts et les moyens. Donc vous imaginez, il y a 3 institutions, COCOF, Région Wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s'unissent, 13 ministres, qui mettent ensemble des moyens, des dispositifs. Est-ce qu'il y a plus de moyens qu'avant? Il y aura au bout du compte plus de moyens, parce qu'on travaille plus séparément. Il y aura par exemple, vous avez parlé du logement, en termes de logement, il y aura des moyens supplémentaires. En termes d'aide aux détenus, nous, il y aura un peu plus d'aide aussi. Donc les moyens seront légèrement plus élevés, mais ce qu'on a dit aussi, et c'est important, il ne faut pas que le fédéral s'imagine que les entités fédérées vont compenser les carences du fédéral. À chacun son job. Le fédéral s'occupe des détenus et de la politique carcérale, et nous, on vient en appui pour aider les détenus, pour offrir des services à des détenus qui sont des citoyens comme les autres. La différence, c'est qu'ils sont enfermés entre 4 murs. Ce que vous faites, c'est plutôt des aides à des associations qui déjà aident les détenus à se réinsérer. Exactement. Ouais. Alors, il y a aussi, on va quand même en parler 30 secondes, il y a votre futur centre de lutte contre la radicalisation. Quand va-t-il enfin naître, ce centre? Écoutez, on a toujours dit que c'était fin 2016, début 2017, ça c'est sûr, les crédits sont votés, on est en train d'engager maintenant les directions. Vous savez, le sujet est tellement important, moi j'ai pas voulu qu'on bricole quelque chose. On a été, je vous ai déjà dit, on a été voir au Danemark, on a été voir récemment, on était à Bordeaux où ils ont lancé le Capri, on a été au Canada, on va aller à Berlin, voir tous les dispositifs qui existent. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un dispositif qui s'occupera d'aide volontaire, des gens qui sont soit des proches, soit des personnes qui sont en train de se radicaliser, qui demandent de l'aide. Mais on sera aussi dans l'aide contrainte, c'est-à-dire que demain, des magistrats pourront condamner quelqu'un et à l'issue de la condamnation ou de la peine, il devra suivre un parcours de désengagement au sein du centre. Donc c'est une structure importante, c'est 17 personnes qui vont être engagées, c'est des budgets de plus ou moins 1 200 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent et en Europe, ça sera un des modèles, ce sera sans doute le premier modèle qui fera à la fois de l'aide consentie et de l'aide contrainte. Eh bien, on verra ça, on suivra ça. On se donne rendez-vous début 2017, fin 2016. En sport, vous êtes nouveau ministre des Sports depuis à peu près 2 mois maintenant. Quelle est la première action que vous allez mener, que vous avez déjà menée pour le sport à Bruxelles? On a fait beaucoup. Donc, la philosophie, le fil rouge, ce sera le sport pour tous. Alors, à Bruxelles, ce que j'ai découvert en arrivant à la communauté française à la tête du département des sports, c'est que, premièrement, il n'y a plus de ministre bruxellois en charge du sport depuis 21 ans à la Fédération. Et donc moi, ce que je veux, c'est un meilleur équilibre des moyens dans le sport pour tous.
Et donc, je vais à la fois permettre que des zones rurales qui sont parfois mal desservies puissent aussi avoir et bénéficier d'infrastructures. Donc il faut que chacun ça, c'est puisse moins pour trouver, Bruxelles, ça. Hein, chacun doit trouver près de chez lui des infrastructures. Oui. Mais à Bruxelles, il faudra multiplier les infrastructures. On sature. La communauté française n'a pas suffisamment pris en compte la réalité démographique de notre région, et notamment le boom démographique. Nos infrastructures sportives sont saturées. Nous n'avons pas assez de piscines, nous n'avons pas assez de lieux, de centres adeptes. Pour vous donner un exemple, je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est la vérité. Bruxelles, 1 250 000 habitants, 3 centres adeptes. Vous allez dans le Luxembourg, 300 000 habitants, toute la province. Certes, elle est plus grande en territoire, et donc c'est plus difficile d'y accéder. Il y a 4 centres. Donc voilà, il faudra rééquilibrer les choses entre Bruxelles et le reste de la Wallonie. C'est pour ça que je dis, je tiendrai compte autant des zones rurales que des zones urbaines comme Bruxelles. Mais je pense que Bruxelles mérite et doit avoir sa part. Et en tout cas, j'y veillerai. Et en tant que ministre des Sports, est-ce que vous suivez les Diables? Est-ce que vous allez voir leur match? Écoutez, j'étais à Bordeaux justement pour les supporter. Le roi était là également. Alors je ne dirais pas que c'est moi qui leur ai porté chance ni Sa Majesté. Mais en tout cas, c'était un très très beau match. Franchement. Et les supporters, ça aussi je tiens à le dire, les supporters belges et les supporters irlandais sont d'exceptionnels supporters. Tous les Bordelais n'arrêtaient pas de les encenser. Eh bien, on va continuer comme ça. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la régionalisation de l'école. Et on a l'impression qu'il faut faire le grand écart entre ce que les patrons de région, Paul Magnette ou Rudy Vervoort, encore sur notre antenne hier, disent. Ils veulent que la Fédération Wallonie-Bruxelles réfléchisse en fonction des demandes des régions. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, qui lui dit il n'y a pas de raison de changer, l'enseignement est bien placé en Fédération Wallonie. Que dit le seul ministre bruxellois du gouvernement de la Fédération? Première chose, je suis ministre à la communauté française, donc je ne vais pas attaquer l'institution. Par contre, vous êtes socialiste comme les 3 autres. Je suis socialiste et je suis bruxellois. Moi, j'ai toujours dit, je souhaite que l'on loge les compétences là où elles seront le mieux exécutées. Je pense qu'il faut tenir compte des spécificités des uns et des autres. Et donc, on peut réfléchir à des bassins, on peut réfléchir à une régionalisation. Tout est ouvert. Mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est qu'on mette la compétence là où c'est le plus important. Bruxelles, par exemple, dans l'enseignement, c'est vrai que le bilinguisme est quelque chose d'important, qui n'est pas peut-être français-néerlandais, c'est très important. La sociologie bruxelloise n'est pas la même que, prenons le Luxembourg. Donc, il y a des réalités qui sont différentes. Mais moi, vu la fonction que j'occupe, et comme vous savez, un célèbre militaire français disait « la fonction fait l'homme », je suis à la communauté française, donc je défends l'institution. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à d'autres formes ou d'autres mécanismes qui permettraient de mieux gérer les compétences de manière plus efficiente. On sent qu'il y a une demande des régions qui est une véritable réflexion sur l'avenir de l'école. Et que ça passe par l'idée des régions. C'est vrai, mais pour être tout à fait sincère, ce débat est plus aujourd'hui un débat qui a lieu en Wallonie. Il a beaucoup plus lieu en Wallonie qu'à Bruxelles, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, on a toujours dit ça, on a toujours demandé de tenir compte de la spécificité de la population bruxelloise. Et pour nous, je pense que c'est ça qui est important, être au service des citoyens. Merci Rachid Madran, et on se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée sur BXA.